Sur le sable battu par les vagues de la Méditerranée, les pêcheurs ont tiré leurs barques et construit en quelques générations ce qui allait devenir la ville de Palavas. Le XXe siècle en particulier a forgé l'image du Palavas touristique et balnéaire que nous connaissons aujourd'hui, et son achèvement coïncide avec une des plus étonnantes aventures humaines, née de la volonté et de l'amitié de deux hommes unis par le même amour pour leur ville. En 10 ans d'efforts inlassables, deux Palavasiens, Albert-Édouard et Christian Jean-Jean, ont rendu à leurs concitoyens leur passé et livré en même temps les clés d'un futur qui a commencé au 1er janvier 2000. À cette époque-là, quand naissait un enfant, on était obligé d'aller à Moguio, puisqu'on dépendait de la commune de Moguio. Et les gens partaient quand le temps le permettait et qu'ils avaient aussi le temps, traversaient les temps de l'or à la rame et allaient enregistrer les enfants, les naissances à Moguio. C'est ce qui est arrivé à ma grand-mère. Mon père était pêcheur. Moi-même, j'ai débuté dans la pêche quand j'étais jeune. À 15 ans, j'ai débuté dans la pêche, je l'ai fait pendant 20 ans. C'est surtout la pêche qui a forgé cette tradition et qui donne ce cœur de vie et cette vie qui est actuellement à Palavas, quoi, et qu'il faut conserver. C'est ce noyau pêcheur qu'il y a toujours, avec des familles qui remontent de très loin, que si on étudie bien, on est tous parents, cousins, ou plus ou moins alliés, quoi. Montpellier avait le privilège de teindre les draps dans la couleur rouge. Et donc beaucoup de draps arrivaient de partout, de toute l'Europe. Donc Montpellier avait un trafic important. En 1743, les bourgeois montpelliérains étaient menacés dans le commerce, puisque vous savez qu'il y avait des barbares, des bateaux qui étaient là pour appréhender les marchandises qui arrivaient par la mer et qui remontaient le Lez, qui n'était pas encore tout à fait canalisé, et qui allaient jusqu'à Pont-Juvénal. Et ils ont décidé, pour protéger le commerce, de faire construire une redoute, qui était la redoute de Balestras, et 8 tours à signaux, qui étaient réparties d'Aigues-Mortes jusqu'à Cap d'Agde et au-delà. Au XVIIe siècle, le Lido littoral est encore inhabité, et le gros de Palavas se situe à l'ouest de Maguelone. Vers 1700, les travaux de construction du canal des étangs correspondent avec l'ouverture du Gros à l'emplacement actuel de Palavas. La présence de nombreux navires pirates et le début des hostilités avec l'Angleterre amènent la décision de construire la redoute dite de Balestras. Elle sera pendant plus d'un siècle un point de surveillance de la côte languedocienne, avec l'installation de gardes-côtes dont la mission sera de signaler les navires ennemis et de donner l'alerte à la garnison installée à Montpellier. Ayant essuyé diverses attaques, elle sera même équipée d'une batterie de gros calibre. Les viticulteurs de Frontignan ou les pêcheurs du secteur sont venus s'installer autour de cette redoute, y trouvant toute protection et pouvant à nouveau vivre en toute sérénité, en toute tranquillité. Donc ils ont commencé à s'installer, ils sont venus, ils étaient aux 4 canaux. Sur certaines cabanes, il y avait à peu près 7 ou 8 cabanes de pêcheurs aux 4 canaux, avec les Tinelles et je citerai bien d'autres. Puis ils sont venus autour de la redoute et petit à petit s'est créé le village des cabanes, que l'on appelait à l'époque les cabanes, qui étaient les cabanes de Balestras. Balestras voulant dire le gros principal. Ils se sont installés là, jusqu'à faire un village extrêmement important. Puis, petit à petit, ils ont souhaité avoir de l'eau potable, et cette eau potable, elle a été amenée dans un château d'eau qui a été construit sur la redoute, qui, devant le développement du village, entraînait la construction d'un deuxième château d'eau sur le premier, qui était encore plus important. Il y a eu un plan d'embellissement sur Palavas en 1920, avec la Société des bains de mer et autres, qui était un plan fastueux et qui a été réalisé. On a fait les casinos, on a fait l'hôtel Saint-Étienne, on a fait des choses fabuleuses. On a fait la Société des bains de mer, animer les spectacles. Il y avait des réunions, il y avait des joutes, il y avait des fêtes, il y avait les plus grands chanteurs d'opéra.
Ça a toujours été une plage réputée, très très réputée. Il y avait des beaux bateaux, il y avait le bateau de M. Fauquier qui était un industriel qui fabriquait des bougies. Donc il y avait une grosse usine. Dieu sait si la bougie c'était quelque chose d'important à l'époque. Celui qui n'avait pas de bougie, il n'avait pas de lumière. Hein. Eh bien, Fauquier était un homme installé sur Palavas. Il avait son immeuble qui s'appelait la Villa Bianca et il avait un 3-mâts devant son immeuble. Il faut savoir que Palavas a connu des années, des heures de gloire extraordinaires. Et donc cela a bien fonctionné jusqu'en 1900, vers les années 1940, où arrive la période des congés payés, et où bien entendu cette période des congés payés menant sur nos plages un taux important de touristes de tout horizon, ce deuxième château d'eau n'est plus suffisant et on décide de construire le château d'eau tel que nous le connaissons, c'est-à-dire un château d'eau qui est très très important, pour la bonne et simple raison qu'il est obligé de contenir la redoute, les deux châteaux d'eau successifs. Et donc on aperçoit cet énorme champignon qui fera un petit peu la renommée de Palavas, puisque c'est un amer remarquable, on le voit de partout, on l'aperçoit en mer, on y prend des repères dessus, qui sont des repères qui permettent d'aller dans des secteurs, des zones de pêche, et ainsi de suite. Donc beaucoup de pêcheurs de Palavas se servent du château d'eau pour le mettre dans le clocher de Sainte-Anne ou dans la Madeleine. Et donc c'est une image essentielle de Palavas. D'ailleurs, quand on voit ce château d'eau, ce bouchon de champagne un peu, tout le monde dit tiens, c'est Palavas. Pendant des années, de 1943 à 1997, il fournira de l'eau à la ville de Palavas et il remplira donc sa mission. Et puis se pose le problème de ce château d'eau. Ensuite, la ville s'est extrêmement développée. Il y a 80 000 personnes à peu près l'été. Et on envisage de changer un petit peu de méthode et puis de passer des méthodes modernes qui sont les méthodes du surpresseur. Et on construit un surpresseur. À ce moment-là, le château d'eau est libéré. Il n'y a plus d'eau dedans. Ça a été extraordinaire pour nous parce que c'est vrai que cette redoute qui s'est trouvée enfermée pendant plus de 50 ans, où elle a été un peu abandonnée, méprisée. Alors qu'en réalité, elle est toute l'histoire, c'est notre histoire, quoi. C'est l'histoire de Palavas, quoi. Et je pense que quelqu'un qui aurait eu l'idée de raser ce château d'eau pour mettre la redoute en valeur aurait eu un tollé complet. Donc, je pense que l'idée a été bonne de la déplacer. Voilà, mesdames, messieurs, les compagnons vont prendre les clés de la redoute, puisque vous savez qu'elle va être démontée maintenant, à partir de la semaine prochaine. Le travail est déjà commencé. Et Monsieur Gaillard, je suis heureux de vous remettre à mon tour les clés de la redoute de Balestras, en souhaitant que la redoute puisse être visible et remonter ici à côté, à Palavas-les-Flots. Et moi je suis sûr que tous les Palavasiens ce jour-là seront fiers et heureux. Cette redoute a été un coup de cœur. On a su entraîner, si vous préférez, les entreprises, la population, on a entraîné un peu tout le monde, la région, le département, tout le monde nous a apporté des aides financières, ce qui est important. Sur la redoute, il avait été installé une citerne d'eau, ils avaient arasé les parties hautes qu'il a fallu reconstruire. On a eu la chance, justement, aux compagnies Tour de France, qui ont fait leur stage annuel, qui l'ont fait à Palavas dans les arènes. Il est devenu une cinquantaine de jeunes qui apprennent à tailler la pierre. Et là, ils avaient une pierre à reconstruire qui correspondait aux pierres qui avaient disparu du fait qu'elles gênaient pour faire la citerne. On a eu la chance aussi que les compagnons Tour de France ont voulu nous aider. Et évidemment, c'était une garantie pour nous de la démonter et d'être capable de la remonter surtout.
Parce que quand on retrouve toutes ces pierres par terre, on commence à se faire du souci et on se demande si on a bien fait de la démonter. Les compagnons du devoir ont commencé par photographier les murs. Ensuite, on a numéroté les pierres et on a reproduit les murs par terre, numéro par numéro. Ce qui fait qu'après, quand on est reparti pour la reconstruction, on est reparti rangée par rangée et on a remonté. Ça s'est très bien passé, plus qu'en moins d'un an et demi, on l'a sorti, démonté, remonté, et on l'a inauguré le 14 juillet 1992. Cette redoute trône magnifiquement à cet endroit-là. On y fait une exposition, musée du bout. C'est un gars extraordinaire et qui ne pouvait que se marier avec Palavas. Il y a un proverbe qui dit que Palavas a fait du bout et que du bout a fait Palavas. Dans mon esprit, la redoute était une étape, quoi. Mais ça continuait par le phare. Donc je menais, je peux dire je, parce que le maire me l'avait chargé, quoi. Mais je menais les études du phare en même temps qu'on démontait la redoute, quoi. L'objectif, c'était l'ensemble, quoi. Ça ne s'arrêtait pas la redoute. Et puis on se pose la question de dire qu'est-ce qu'on fait du château d'eau maintenant? Est-ce qu'on le démolit? Démolir une pièce remarquable comme le château d'eau, c'est dommage, parce que, je le répète, c'est quand même l'image de Palavas. Puis ça coûte cher. Ça coûte cher pour rien. On démolit, ça coûte des millions et des millions pour aucune rentabilité, puis pouvoir disparaître quelque chose auquel, en définitive, les Palavasiens se sont faits, sont habitués. Donc on a travaillé avec des architectes, avec des gens de l'art, et on a travaillé justement à voir comment aménager quelque chose qui soit fonctionnel. Ce château d'eau avait une contenance de 1000 m3. Ça nous permettait d'envisager une superstructure volumineuse et conséquente. Donc avec les ingénieurs, très rapidement, on a regardé les limites admissibles et on a pu concevoir dès le départ quelque chose qui correspondait aux souhaits de la mairie. Albert Édouard, avec l'architecte et tout ça, trouve que peut-être on pourrait très très bien en faire un restaurant tournant. Et donc commence la visite des restaurants en Australie, des restaurants tournants au Québec. Et puis il faut quand même limiter un peu les besoins et limiter surtout la dépense, puisque Palavas c'est une petite ville, une belle station balnéaire, mais tout de même une petite ville avec ses 5000 habitants. Et donc il faut rester dans le raisonnable. On trouve très très bien dans la construction future un château d'eau qui est un phare de la Méditerranée, puisque c'est son nom après. Au fur et à mesure, on a compris qu'en bas, on pouvait faire un palais des congrès. Parce qu'un palais des congrès, c'est une continuité d'un restaurant, palais des congrès, restaurant. C'est un ensemble qui se marie bien. Puis on a dit, comme il y a un palais des congrès, pourquoi pas faire devant l'office du tourisme? Puis que l'office du tourisme participe aussi à la création de ces congrès, quoi. Donc c'est un ensemble qui a mûri au fur et à mesure. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Je pense qu'on a bien utilisé et le site et la place. Il y a eu quand même 8 ans de réflexion, 9 ans même. Donc c'est vrai qu'on a affûté le projet et on a collé aux réalités techniques qu'on a découvertes au fur et à mesure de la réalisation. La mairie a fait le nécessaire pour que toute la partie ancienne soit nettoyée et écrêtée. Et on avait aussi un minimum d'aménagement pour le chantier lui-même, c'est-à-dire les baraques de chantier avec la partie des sanitaires et de matériel et autres. Puis il y avait la grue aussi, donc il a fallu trouver son emplacement. Et ça a été un des éléments importants aussi du projet parce que cette grue, jusqu'au dernier moment, a imposé de ne pas réaliser certains travaux à la place où elle se trouvait. On a eu que des surprises heureuses quant à la résistance des bétons, quant à la structure même du château d'eau qui était, quand on l'a découvert, mieux construite que les plans qui nous avaient été soumis comme plan de principe au départ de l'opération.
était obligé quand même de protéger les abords. On avait peu de place en pied du château d'eau. Il y avait des établissements qui appartenaient encore à la mairie mais qui fonctionnaient. Donc il y avait toute une partie de sécurité à assurer. Le démolisseur a eu de sacrées surprises en rencontrant le ferraillage de l'édifice. Il a fallu imaginer des solutions de descente de tous les matériaux, depuis le niveau 38 et 40 même au sommet. Il y a eu une entreprise spécialisée qui a scié les éléments partie par partie, qui les a broyés, qui les a descendus au centre du château d'eau avec des camions qui entraient, puis des appareils qui ressortaient tous les matériaux vers l'extérieur. Le 16 mai 1998, la démolition du réservoir s'achève et Albert-Édouard entraîne l'équipe municipale dans une audacieuse ascension du château d'eau pour la pose de la première pierre du chantier de reconstruction. Bonjour, on y va, ça va être super. Regardez. Toutes les générations sont là, ça va être extraordinaire. Et ce n'est qu'un début. Quand ça va être finalisé, ça va être mais de toute beauté. La terre entière va venir là. Alors, l'an 2000 se prépare dans les plus grandes villes de France. Des projets sont déjà en cours de réalisation. Il est donc normal que Palavas-les-Faux fête dignement ce siècle et ne reste pas à la traîne, ce qui ne correspondrait pas à son image. Sauf si l'on parlait des pêcheurs. À la traîne. J'espère donc vous retrouver tous, ici même, le 31 décembre 1999, pour y fêter le réveillon de l'an 2000. Et porter ce jour-là, ensemble, une sorte de consécration à notre phare. Je crois que si nous sommes là aujourd'hui, effectivement, nous le devons à Albert-Édouard, qui a œuvré, qui s'est battu, qui a fait passer un message et qui a réussi à nous convaincre tous que cette opération du château d'eau était une très bonne opération. Je crois que c'est effectivement pour le millénaire qui vient, certainement un très beau projet. Et je crois que nous laisserons quelque chose à nos enfants, puisque certains disent que la terre ne nous appartient pas, bien sûr, et ne nous appartient pas, mais nous devons la laisser en état. Et avec le château d'eau, nous laisserons un souvenir inestimable. Alors, bien sûr que je pensais que c'est toi qui allais mettre cette pierre, mais je reconnais encore là ta générosité de cœur en pensant que si nous avons quelqu'un qui s'est bien occupé de Palavas depuis 45 ans, 45 ans. Je crois que c'est notre premier adjoint. Bravo Annie, bravo Annie. Et je félicite Annie. Je ne la félicite pas parce qu'elle est restée 45 ans à ses côtés, je l'ai déjà félicité, mais parce qu'elle a réussi à monter ici aujourd'hui et que c'est quand même une gageure et je crois que c'est une bonne chose. Le solide déjà. On le veut parce que moi, c'est que de nous. Voilà. Et je vais finir par un petit mot de Victor Hugo qui disait « Ici tout berce et rassure et caresse, point d'ombre dans les cœurs, point de soucis amers, une immense clarté monte et descend sans cesse du bleu profond de l'âme au bleu profond des mers. » Voilà, merci à tous. Non, mais vous partez
Une fois qu'on a écrété la partie du réservoir, les parties verticales et la partie supérieure, sur cette forme circulaire, on a lancé des poutres. Et avant de mettre ces poutres, bien sûr, pour les caler, il y a eu tout à l'intérieur, toute une structure qui reçoit pratiquement toutes les poussées de ce qu'on a rajouté. C'est cette plateforme de 390 mètres carrés, en construction à 35 mètres de hauteur, qui servira de pont-promenade pour les visiteurs et qui supportera aussi l'étage supérieur du restaurant tournant. Le bâtiment d'accueil du futur Palais des Congrès, au rez-de-chaussée, occupe une superficie de 425 mètres carrés. Sur la plateforme achevée, on construit maintenant une tour en béton. La tour en béton est à l'intérieur. Elle sert aux circulations, à toutes les parties techniques, à des escaliers de service et à des réserves. Elle est portée sur une partie qui est plus basse par un croisement de poutres qui sont reportées sur tout le fût. Cette partie de béton qui est à l'intérieur, qui structure l'intérieur, permet de faire des départs vers l'extérieur, des poutres métalliques et des poteaux qui vont supporter et la toiture et puis tous les planchers. Alors en fait, tout ce qu'on a construit en neuf remplace l'existant qui était en béton. On est pratiquement au même poids de charge. Les travaux se déroulent comme prévu, sous la vigilance attentive d'Albert-Édouard, qui organise une visite du chantier au cours de laquelle les conseillers municipaux rencontrent les corps de métier. C'est pour ventiler la climatisation qui a tout le tour des ouvertures, qui se trouvera après entre le plafond du restaurant et le plancher du dessus. Ça sera à l'intérieur. Ça fait combien de haut là 3,10 3 mètres 3 mètres 10. Ah oui, c'est parce qu'on est en bas. C'est 35 mètres de fraîche par rapport au point le plus haut que vous voyez. Si on monte là, on a l'impression que c'est petit, quoi. Mais on récupère tout le tour. Et vous verrez qu'à tout le tour, il y a beaucoup plus de surface tout le tour que ce qu'il y a au noyau. On a actuellement 15 jours d'avance sur le planning. En bas, on peut dire qu'on a une semaine de retard, c'est vrai, mais on a surtout poussé le haut pour garder le bas pour les intempéries. Aujourd'hui, on peut véritablement toucher du doigt le nerf de la réhabilitation et presque sentir battre son cœur si l'on accepte d'imaginer l'agitation qui naîtra au sein de cette colonne centrale quand cuisiniers et chefs cuisiniers orchestreront ce lieu. Mesdames, Messieurs, tous ceux qui participaient à cette construction, je vous adresse tous mes compliments parce que c'est vrai que vous êtes des gens extraordinaires. Voilà, merci à tous. Pour moi, ça va attraper de congestion. On bouge pas! On bouge plus. On peut sourire. C'est une entreprise qui avait bien travaillé en amont puisqu'elle avait tout organisé et tout prévu. Ça avait fait l'objet d'essais d'éléments particuliers en usine avec des vents à 250 km/h, etc. Donc le produit était déjà défini, on était sûr de ce qu'on allait avoir. Et après, il n'y avait plus qu'une question de pose des éléments
Mais par le fait que ça avait été étudié parfaitement pour la mise en place et la simplicité des éléments, ça s'est très bien passé et ça a été monté très rapidement. Peu de réalisation sur place. On n'a pas utilisé le chalumeau. Tout était conçu et monté comme un mécano, parfaitement orchestré. C'est fonctionnel parce que ça doit couper le soleil, ce sont des bris soleil avant tout. Hein, et puis on a besoin, étant donné que ce sont des surfaces très vitrées, d'avoir une bonne coupure du soleil, surtout en plein été, quoi, quand il y aura énormément de monde. On dit ils vont faire tourner le château d'eau, expliquez-moi comment vous allez faire, c'est pas ça du tout. Mais justement, je profite de cela parce qu'il y a eu tellement de questions posées sur le château d'eau que je pense que ça vaut bien l'intervention d'Albert-Édouard qui va vous expliquer ce qu'est véritablement le château d'eau. Ceux qui sont à l'origine du château d'eau nous inspirent beaucoup de respect. Il y en a parmi nous ce soir, je leur rends hommage, c'est un peu grâce à eux que ce projet voit le jour, puisque nous nous appuyons sur la réalisation du passé pour la faire grandir dans un futur qui maintenant nous est proche. Il ne s'agit pas d'une cassure irréversible de notre mémoire, mais plutôt d'un lifting de notre passé, pour composer pour son entrée dans le millénaire. En somme, on grandit dans le souvenir et le respect de ce qui a vécu. On a commencé à poser les murs rideaux quand toute la structure porteuse et toute la structure des couvertures et la couverture elle-même ont été posées. On est très exposé, on est à 45 mètres de hauteur, on est en front de mer, il y a des coups de tempête assez forts. Il a fallu concevoir une façade qui soit étanche, qui résiste à des vents de 220 km à l'heure. Pour ce faire, on a étudié tous les profils. On a fait appel à des industriels tels que Saint-Gobain pour imaginer des vitrages résistants et on a conçu une façade qui puisse à la fois donner assez de transparence pour que les clients soient en prise directe avec l'extérieur, mais aussi que l'on ait les normes satisfaisantes au point de vue étanchéité à l'air, à l'eau et au coup de tempête. Pour ce faire, on a conçu un prototype qui a subi des tests en soufflerie et qui a été contraint à des limites que j'espère nous ne rencontrerons jamais sur le site. L'étage du restaurant, situé à la hauteur de 38 mètres, a une surface de 480 mètres carrés, dont seule une couronne tournante de 4 mètres de large est destinée à la clientèle. Elle permet d'accueillir 200 clients qui pourront contempler un tour d'horizon entier en environ 1 heure. Ça marche tout seul, c'est posé dessus, c'est guidé en translation par les roues horizontales et des roues verticales, voilà, c'est terminé. On ne peut pas faire plus simple. Entre les poteaux, tous les 2 modules, vous avez un moteur. Il y a 16 modules, donc il y a 8 moteurs, un moteur pour les 2 modules. Ça aussi, c'est assez spectaculaire parce qu'on a fermé le volume très très rapidement. Tous les éléments avaient été construits en atelier. Ils ont été amenés et montés très très vite. Parce que ça avait nécessité une bonne conception, ce qui fait qu'en réalisation, il y a eu très très peu de problèmes. Tout venait très facilement.
Nous avions conçu un projet qui tient compte de la législation, puisque les 2 escaliers extérieurs métalliques qui ont été construits en premier, c'était les escaliers qui desservaient les 2 derniers niveaux, le restaurant et puis le pont panoramique. Donc ces 2 escaliers sont indépendants l'un de l'autre. Et bon, ils sont identiques, ils sont symétriques, et donc ce sont des escaliers qui ont été construits en usine et qui ont été montés très très rapidement aussi. Il y a un premier établissement qui est le restaurant au sommet, avec le pont promenade. Ça s'est desservi par ce double escalier dont je parlais tout à l'heure et les ascenseurs panoramiques. Et ensuite, il y a un escalier qui se trouve derrière les 2 escaliers destinés au public, et cet escalier seul dessert les appartements qui se trouvent à l'intérieur du fût du château d'eau. Cet escalier desservant les appartements est desservi aussi par un ascenseur destiné uniquement aux habitations. D'un côté, de l'autre côté, un monte-charge pour le restaurant. On nous a donc commandé de réaliser un centre de congrès. En fait, c'est une salle en gradin. C'est une petite salle, elle fait moins de 200 personnes. Et cette opération, par contre, a été lancée au mois d'août. Et actuellement, on est en train de terminer les travaux. On a commencé début octobre. Octobre, novembre, décembre. Et en 3 mois, je pense qu'on aura pratiquement terminé. La solution de reporter les cages d'escalier et d'ascenseur à l'extérieur de la colonne du fût a permis d'aménager celui-ci en plusieurs niveaux, de 120 à 200 mètres carrés, permettant d'accueillir des bureaux et des appartements dont les hublots évoquent l'image d'un phare ou d'un paquebot. Je suis intimement convaincu que pour les Palavasiens demain, eh bien, le phare sera un patrimoine colossal. Pour ce qui me concerne, je prends comme un cadeau de la vie, en tout cas le fait de pouvoir travailler dans un endroit comme celui-là. Je prends comme un cadeau du ciel le fait d'avoir un spectacle comme celui que j'ai autour des yeux. Et je remercie tout simplement les gens de Palavas et la mairie de m'avoir fait confiance, moi et à toute mon équipe. Cette flèche, d'une part, elle finit bien le bâtiment. On ne pouvait pas laisser une surface horizontale finir le bâtiment. Cette petite structure permet d'y amener des antennes ou autres, mais surtout aussi c'est un signal et ça va être ponctué par des néons et toute une série de séquences visuelles avec des éclairages, des éteintes, complètement éteintes, allumées par grade. C'est quelque chose d'amusant aussi, c'est un peu Las Vegas. Pendant 2 ans de travaux ininterrompus, le visage du château d'eau s'est imperceptiblement transformé au rythme du chantier qui dominait la vie quotidienne des Palavasiens. Et aujourd'hui, le phare de la Méditerranée dresse enfin sa flèche lumineuse pour donner rendez-vous à ses visiteurs. C'est maintenant la conclusion d'une histoire fascinante qui associe tour à tour des hommes de courage, une redoute affectée en réservoir, puis enfermée dans un château d'eau pour revivre enfin au grand jour, tandis que sa sœur aînée se refaisait une beauté pour renaître dans la peau d'un phare de la Méditerranée. C'est une histoire tellement singulière que seul Homère pourrait véritablement la raconter, comme une odyssée des temps modernes,
dont le point commun est de toujours partager le même azur. Je pense que nous entrons dans le 3e millénaire, qu'il fallait donner une image dynamique de Palavas. Et cette image du phare de la Méditerranée est une image incontestablement dynamique qui plaît. Lorsque nous réalisons quelque chose, comme le phare de la Méditerranée, nous le faisons parce qu'on sait que ça fait plaisir, on sait qu'on est bien, et on le fait parce que c'est tout un village, une famille qui se réunit autour de cette opération. C'est un esprit que Dubout ne pouvait pas rater, avec sa pertinence dans le dessin. Il dessinerait en nous tournant en dérision. Il y mettrait quelques nœuds, sûrement, parce que c'est sa spécialité, ou il le ferait pencher un peu.